De retour dans l'Africa Newsroom, nos invités nous ont rejoints. Siani Delma, journaliste à l'équipe, bienvenue. Merci, bonsoir. Et Lise Laure-Etia, journaliste à TV5 Monde, bienvenue. Bonsoir. Et Alfred Chango, notre éditorialiste, est toujours avec nous. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Le football féminin est considéré par de nombreux observateurs comme étant le parent pauvre du football africain. Faute de sponsors, les clubs survivent grâce aux mécènes et les sélections nationales ne reçoivent pas la même attention que celle des hommes. Reportage de notre correspondant Narcisse Doumbé. C'est avec la création du championnat d'Afrique de football féminin, dont la première édition s'est jouée en 1991, que cette discipline sportive a pris son envol sur le continent africain. Essentiellement pratiquée par les élèves et les jeunes filles sans activité professionnelle, sous l'encadrement d'un staff technique bénévole, l'engouement pour ce sport varie d'un pays à l'autre. Aujourd'hui, les pays comme le Nigeria, le Ghana ou encore l'Afrique du Sud ont su mettre en place de véritables championnats qui attirent de nombreux talents. Malheureusement, selon les spécialistes, à côté de ces cas avérés de réussite, force est de constater que beaucoup de pays africains n'arrivent pas encore à développer des politiques favorables à l'essor du football féminin. Le football féminin subit forcément les préjugés que subissent les femmes et malheureusement, cela est en plus amplifié par la situation du football masculin qui est son aîné. C'est-à-dire que les fédérations ont du mal à s'organiser déjà pour jouer au football masculin. Elles ont forcément moins d'idées et plus de mal encore pour organiser le football féminin. Si on prenait simplement le cas du Cameroun, où la fédération peut se permettre de suspendre 8 équipes sur 14 dans le championnat de football féminin, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on a un problème de conception. Ce manque d'organisation, décrié par les amoureux du football, est à l'origine du déclin de certaines sélections nationales. Championne d'Afrique en 2008 et 2012, le Nzalang national de Guinée équatoriale n'a pas pu défendre son titre en 2014 en Namibie, éliminé par la Côte d'Ivoire lors des qualifications. Ici, l'absence d'un championnat avec des clubs organisés ne favorise pas la détection de nouveaux talents. Une initiative sans fondement solide ne peut pas avoir de bons résultats. Le football féminin a connu une chute parce qu'il n'y a aucune base. Il n'y a pas de ligue féminine. Pendant les prochaines phases éliminatoires, on ne sait pas qui va jouer. On ne sait pas qui on va appeler. La carrière de la capitaine Ayouma va bientôt finir. Et la question qui se pose est qui va la remplacer? Quelle fille se démarque du lot? On ne le sait pas finalement. On va tout perdre et chercher les coupables. Ailleurs, l'attention est plus portée sur le football masculin au détriment des dames, malgré les bons résultats souvent obtenus par ces dernières. En reprenant l'exemple des Camerounaises, on sait que ces filles étaient en Namibie en l'absence de leurs principaux dirigeants qui se sont ramenés en catastrophe lorsqu'elles ont atteint la finale. Et que malgré des décrets du chef de l'État, à la suite de cette finale, on sait qu'elles ont encore fait face à des problèmes de primes. Donc vous comprenez bien que leurs performances ne sont dues qu'à elles-mêmes et à leur encadrement immédiat, auquel on doit tirer le chapeau. Organisé tous les 2 ans, le championnat d'Afrique de football féminin est le principal rendez-vous de cette discipline sur le continent. Il regroupe les 8 meilleures nations issues des qualifications. La 11e édition, jouée en Namibie en 2014, a offert de nombreux motifs de satisfaction aux observateurs du mouvement sportif. Le Cameroun a progressé parce que lors de la CAN 2012, le Cameroun a occupé la 3e place. Cette fois-ci en Namibie, le Cameroun est monté à la 2e place. La Côte d'Ivoire, qui a été éliminée au premier tour, cette fois-ci est arrivée en demi-finale. Le Nigeria a confirmé sa suprématie. L'Afrique du Sud, vraiment qui est en reconstruction, a fait ce qu'elle pouvait, mais avec un très beau football. J'ai dit, les leçons techniques sont bonnes, sont positives et le niveau général est en progression. Du 6 juin au 5 juillet prochain au Canada, le Nigeria, le Cameroun et la Côte d'Ivoire prendront part à la 7e phase finale de la Coupe du monde de football féminin. Avec un tirage au sort loin d'être clément pour les matchs de poule,
Les Africaines auront fort à faire pour atteindre les quarts de finale. Meilleure performance réussie par les Super Falcons du Nigeria en 1999. Sur leur chemin, les Américaines, les Norvégiennes et les Japonaises, championnes du monde en titre. Les équipes africaines vont se débrouiller. Ce ne serait pas surpris qu'elles arrivent en quart de finale et peut-être en demi-finale, mais de là à croire qu'elles pourront jouer la finale, même si dans les compétitions, les catégories inférieures, elles arrivent souvent en finale, mais avec les seniors, ça va être difficile. Les Africaines dans le football s'illustrent également par leur performance dans le corps arbitral. Arbitre international depuis 2005, Fatouma Dia a déjà officié lors de nombreuses compétitions de grande envergure, telles que les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde. Dans son pays, le Sénégal, elle se voit souvent confier la direction des matchs importants. Bon, je me souviens en 2009, lors de la première édition du championnat professionnel Sénégal, j'ai eu à faire la finale qui opposait la Linguère de Saint-Louis au Casa Sport. Donc là, juste au début, avant la rencontre, lors de l'échauffement, donc quand les gens m'ont vu, bon, il y avait beaucoup de spéculateurs qui parlaient voilà, de l'arbitrage. Donc ce n'était pas normal de donner ça à une femme, est-ce qu'elle serait à la hauteur, mais au finish, donc je pense que c'est à partir de là que je me suis vraiment fait découverte et à partir de cela, les gens m'ont vraiment accepté. Bon, chaque fois, je reçois pas mal d'encouragement de leur part également. Malgré les multiples difficultés que connaît le football féminin africain, l'espoir reste de mise. Acteurs et observateurs interpellent les dirigeants africains pour la mise en œuvre d'une véritable politique de développement de cette discipline sportive. Quand on regarde dans le monde comment se passe le football féminin, comment il évolue, je me dis qu'il n'y a pas de raison qu'en Afrique, le football féminin n'ait pas d'avenir. Environ 26 millions de femmes à travers le monde, parmi lesquelles 3 millions d'Africaines jouent au football. Sur le continent africain, les clubs dans la plupart des pays sont créés et financés par des mécènes. Les sponsors sont plus attirés par les équipes masculines. Cités comme modèle par de nombreux spécialistes, le Nigeria est l'une des rares nations africaines à avoir introduit le professionnalisme dans son football féminin depuis plusieurs années déjà. Avec 9 couronnes continentales et un quart de finale de Coupe du Monde en 1999, les Super Falcons du Nigeria sont considérés aujourd'hui comme les meilleures ambassadrices du football féminin africain. Siani, les problèmes rencontrés par les femmes en société, machisme, préjugés, sont les mêmes rencontrés dans le milieu du football aujourd'hui ? C'est un monde d'hommes, le foot, depuis très longtemps, c'est leur sport. Des fois, on a l'impression qu'il ne faut pas trop leur prendre leur place. Mais je pense aussi qu'il y a une vraie ouverture d'esprit. On se fait de plus en plus à l'idée que les filles puissent jouer au football. Et ça, c'est bien. Et c'est parce qu'il y a des joueuses qui jouent de mieux en mieux. C'est de plus en plus rapide. Elles sont de plus en plus techniques. Elles comprennent de mieux en mieux la tactique. Donc, je pense que ça aide à accepter le fait que les femmes jouent au foot. Maintenant, il faut trouver les moyens pour qu'elles puissent le faire dans de bonnes conditions. Alors Lise-Laure, avant de parler de moyens, les footballeuses ne sont pas moins compétentes que les footballeurs, on l'a bien vu. Alors pourquoi le football féminin n'attire toujours pas autant de spectateurs que le football masculin ? Je pense que quand on regarde, ne serait-ce que là, la dernière CAN qui s'est déroulée en Namibie, elle s'est déroulée en même temps que les éliminatoires pour les garçons. Donc déjà, elle est passée un peu à la trappe au niveau médiatique. En plus, il y a le problème des droits. Qui achète les droits aujourd'hui en sachant qu'il investit et qu'il y aura retour sur investissement? Quels sont les modèles du football féminin? Quand on regarde les émissions de télé, par exemple, on ne voit que des hommes aussi. Bon, merci, nous sommes là. Donc voilà, donc tout ça fait qu'en termes de médiatisation, tant qu'il n'y a pas d'exemple, tant qu'il n'y a pas de Drogba féminine qu'on voit, parce qu'elles existent, mais on ne les voit pas. Et donc du coup, la difficulté pour les gens, on rêve, et quand on fait du foot, déjà, on commence à avoir le problème au niveau de la famille, au niveau du regard. Et donc, ça fait que la médiatisation, elle peut être soudaine sur un événement, comme ça a été avec la Côte d'Ivoire. Quand ils sont arrivés, elles sont arrivées 3e, ou le Cameroun, ou le Nigeria, qui est déjà dans une autre sphère. Mais la médiatisation permanente, non, c'est qu'à travers des événements, c'est ponctuel. Oui, Alfred, le Nigeria, c'est le seul pays qui fait vraiment figure de bon élève dans la professionnalisation du football africain. Pourquoi il n'y a qu'un seul pays sur tout le continent ?
Amira, disons que le Nigeria a compris aussitôt, dès la création justement de ces championnats de foot féminin en Afrique, en tout cas au niveau des États, en 1991, avait compris effectivement qu'il fallait miser sur les deux tableaux, à la fois sur le football masculin et sur le football féminin. Et que pour aller de l'avant, il fallait effectivement mettre les moyens, mais aussi effectivement favoriser la promotion de ce football féminin, la professionnalisation y participe. Ce qui fait effectivement que par rapport aux autres fédérations qui sont arrivées après, d'ailleurs on le voit au nombre des coupes remportées par le Nigeria ou par la Guinée équatoriale, mais là c'est sorti un peu du néant, on voit effectivement qu'il y a un problème. Et pour moi le vrai problème c'est la Confédération africaine de football qui ne promeut pas comme il se doit le football féminin. Pourquoi mettre tant de moyens pour la promotion du football masculin, de la Coupe d'Afrique des Nations, là par exemple en Guinée équatoriale, au fond, et de l'autre côté, on ne met pas en avant, on ne met pas en évidence le football féminin. Donc je pense qu'il y a toute une série de choses qui peuvent être faites justement, non seulement dans la promotion des équipes nationales féminines, mais aussi dans l'organisation des championnats au niveau de chaque pays. Alors effectivement, on a parlé ici de la question des partenaires, des sponsors qui pourraient effectivement soutenir ces équipes-là. Je prends simplement le cas de l'Algérie avec la jeunesse sportive de Kabylie qui a une section féminine par exemple qui est soutenue et qui est poussée en avant. Donc je pense que s'il n'y a pas de championnats féminins, le football féminin restera toujours le parent pauvre justement de football en Afrique. Siani, la Confédération africaine de football a vraiment son rôle à jouer dans cette professionnalisation du football féminin. Oui, je pense effectivement, mais moi je voudrais aussi dire que les fédérations dans les pays aussi nationales peuvent aussi, sans attendre l'aide de la Confédération, essayer de promouvoir le foot féminin. Avant la CAN, j'avais eu une joueuse de l'Algérie qui joue à Clay, qui s'appelle Lidja Miraoui, et qui m'expliquait que l'Algérie avait fait beaucoup d'efforts pour ses joueuses depuis la CAN 2010. Donc maintenant, elles ont des primes quand elles viennent en sélection. Elles ont eu un stage avec des tests médicaux avant de partir pour la CAN. Donc elles sont beaucoup plus aidées. Après, ça reste effectivement moins important que chez les garçons, mais il faut dire aussi que le foot masculin, finalement, ça rapporte de l'argent. Le foot féminin, il n'y a pas de modèle économique, donc ça rapporte pas grand-chose. C'est plus difficile d'y aller autrement qu'avec des mécènes. Donc après, moi, je pense que c'est aux fédérations de faire les efforts, de mettre les filles en avant. Le Nigeria l'a bien compris, ils ont des résultats. Ils ont fait une finale en U20, ils sont souvent au mondial, à la Coupe du Monde. Donc ça veut dire qu'on peut avoir un retour sur investissement, même si c'est pas financier. Mais avant de penser à la Confédération, je pense que les fédérations nationales pourraient aussi aider un peu plus les jeunes filles. Et le rôle des États, Lise-Laure, dans la professionnalisation du football féminin? Je ne sais pas quel pourrait être le rôle des États, mais si jamais toutes les aides sont les bienvenues. Quand on regarde, comme disait tout à l'heure Joseph-Antoine Bell, qu'il y a 8 équipes dans le championnat du Cameroun qui n'étaient pas présentes, c'est quand même inquiétant. C'est-à-dire que ce sont des joueuses, en fait, qui s'entraînent au contact de zéro professionnel. Et quand on arrive, du coup, des 3 équipes, qu'on va arriver au Canada, avec des joueuses qui vont découvrir la première fois des Américaines, qu'est-ce qui va se passer? Donc, du coup, c'est compliqué. Et je voulais ajouter quelque chose par rapport à la médiatisation. Aujourd'hui, normalement, on devrait savoir qui est le Ballon d'Or africain 2014. Alors, on va connaître, est-ce que ce sera Yaya Touré ou Enyama ou Aubameyang? Il y aura également un joueur sur le continent qui sera primé. Quelle est la fille qui sera primée? Oui, Alfred, et au niveau du public, parce qu'on parle des médias, on parle des fédérations, on parle de la Confédération africaine de football, mais au niveau du public, est-ce qu'il est assez investi par rapport au football féminin? Le public ne vient que lorsqu'effectivement il y a la promotion. On le voit même ici en France, pour ne prendre que cet exemple-là du championnat, où il y a des grandes équipes à Paris, à Lyon, à Montpellier, à Marseille, etc. Et lorsque ces équipes s'affrontent, le public y suit. Là aussi, en Afrique, le public suivrait si effectivement il y a promotion de ce football-là. D'ailleurs, comme on l'a vu dans le reportage, ce sont des joueurs de qualité et qui présentent d'ailleurs un football beaucoup plus léché, beaucoup plus fluide que le football masculin. Il n'y a pas beaucoup de contestation parce qu'il y a ce respect des joueuses entre elles et puis surtout qui ont encore ce sens de l'esprit sportif. Alors on me dira, c'est peut-être parce qu'elles ne sont pas rémunérées à la hauteur de leur talent. C'est pourquoi il y a cette générosité sur le terrain.
Qu'est-ce qu'il adviendrait après si elles sont rémunérées? C'est une question qui se pose, mais elles présentent un football de loin meilleur que celui des hommes, des garçons. Hein. Aujourd'hui, quand on compare au même niveau. Hein. Alors justement, Siani, pour parler technique, comment définiriez-vous le jeu féminin? Est-il très différent de celui adopté par les hommes? Forcément, il y a moins de puissance, moins de vitesse, mais ça c'est normal. Après, techniquement, je pense que les filles n'ont pas grand-chose à envier aux hommes. Après, moi, je suis beaucoup la D1 féminine. Je vais voir pas mal de matchs, l'équipe de France aussi. Et franchement, elles sont impressionnantes. Elles ont énormément progressé tactiquement, même dans la vitesse du jeu. Avant, c'était très très lent. Maintenant, ça a pris de la vitesse. Les filles sont intelligentes. Et puis, c'est vrai, elles truquent moins. Donc, les matchs sont beaucoup plus agréables, plus fluides. Il n'y a pas beaucoup de contestations sur l'arbitre. Enfin, c'est vraiment agréable d'aller voir du foot féminin. Et le Nigeria, c'est vraiment une équipe qui est vraiment très très belle à voir jouer. Moi, je les avais vus en Coupe du Monde 2011 parce qu'elles avaient affronté l'équipe de France. Là, sur les U20 aussi, pareil contre l'Allemagne en finale du mondial, c'était vraiment très beau à voir jouer. Donc, il y a de la qualité. C'est un spectacle qui mérite qu'on s'y intéresse, vraiment. Isidore, les femmes n'ont rien à envier aux hommes en termes de technique? Moi, je dirais qu'elles n'ont rien à envier, mais quand les femmes, elles grandissent aussi, il y a les problèmes de poids. Bon, c'est pas facile, il faut bien s'entraîner, parce que même les garçons aussi ont ce problème, certainement beaucoup moins que les filles. Mais moi, pour avoir joué dans des clubs en région parisienne, moi-même avoir fait du foot, à un certain moment, tu prends du poids. Donc tout ça aussi, il faut gérer. Alors quand tu rencontres le petit copain, tous ces petits problèmes-là font que, techniquement, c'est pas qu'elles n'ont pas envie. Moi, je trouve personnellement, pour avoir joué au foot, que les stades sont trop grands. Il y a des questions, alors on me dirait non et tout, mais moi je trouve que, par exemple, quand on joue le foot à 7... On devrait adapter les infrastructures aux femmes. Moi je pense que pour les filles, ce serait pas honteux. Comme vous avez dit tout à l'heure, moi je pense, hein, parce que je pense que c'est trop grand, les stades sont trop grands, physiquement il n'y a pas d'intensité, parce que quand même, il faut quand même qu'il y ait un peu de physique dans ces matchs. Ces matchs, ils sont... Quand tu regardes les championnats, tu regardes les matchs tous les jours, tu vois que physiquement, c'est pas... Moi, j'ai vu par exemple les interquartiers, les filles. C'est très agréable. On voit des petites filles de 12-13 ans, elles courent comme des lapins. C'est les petits goals, il faut y aller à la précision. Tout ça, ça compte. Mais moi, je trouve que plus si tu n'as pas les moyens, quand tu joues dans un grand stade, physiquement, c'est dur. J'ai vu par exemple les Camerounaises à Londres aux Jeux Olympiques. Physiquement, elles ont tenu, mais techniquement, elles étaient complètement battues. Alors Alfred, c'est une approche de vouloir adapter les structures aux footballeuses africaines, mais enfin même mondiales. Mais est-ce que c'est pas un peu les sectariser? Parce que d'un côté on demande l'égalité entre les hommes et les femmes, et puis d'un autre on demande à adapter les structures. Naturellement, Amira, moi je pense, c'est là que je disais je suis pas d'accord avec toi, je pense que non, les mêmes terrains pour tout le monde. D'ailleurs, on le voit, alors il y a des normes sur la longueur des stades, largeur des stades, mais il y a des stades comme le Bernabéu de Barcelone, par exemple, qui est au-delà même de ces normes. Mais les hommes qui jouent sur ces terrains-là, ils donnent les mêmes performances. Je pense que c'est plutôt une question d'encadrement. S'il y a un très bon encadrement, au niveau technique, au niveau tactique, parce que il n'y a pas de secret. La réussite passe justement par ce travail physique, ce travail tactique au moment des entraînements. Donc la question de l'encadrement, le suivi médical, comme tu l'as évoqué, c'est aussi important. Effectivement, si on se laisse aller, on prend du poids. Ça, c'est vraiment valable pour tout le monde. Donc je crois que non. Si on les met dans des très bonnes conditions, elles joueront comme les autres. Mais tu disais, au départ, c'était très lent, le football féminin. Et puis petit à petit, avec la restructuration, la mise en place des structures adaptées, de l'encadrement adapté, on est arrivé aujourd'hui à cette fluidité et puis à cette capacité à jouer dans n'importe quel stade. Alors Siani, ce n'est pas un problème lié au football africain. Dans le monde entier, le football féminin a du mal à se faire une place au sein du public. Est-ce qu'on peut espérer que cette situation va évoluer? Moi, je pense que oui, il n'y a pas de raison. Là, on va avoir une Coupe du Monde au Canada déjà qui va, je pense, avoir beaucoup de succès. Bon, après, il y a le décalage horaire qui ne sera pas évident. Mais
Après, il suffit d'une petite étincelle. Depuis l'Allemagne, on sent déjà qu'il y a quelque chose qui s'est créé autour du football féminin depuis 4 ans. Il a vraiment bien évolué. On parlait tout à l'heure de médiatisation. Il y a des filles qui sont des têtes d'affiche dans le foot féminin. Donc, il y a Louise Anessib en France. Il y a des joueuses Nigeria comme celle qui joue à Guingamp, Désirée Oparanosier, qui est aussi une tête d'affiche. Il y a des filles comme ça qui vont tirer le foot féminin vers le haut. Et je pense que cet été en Allemagne, on va en découvrir d'autres. Et je pense que le public est maintenant demandeur de foot féminin parce que les garçons ont déçu aussi, que le foot masculin, on commence à en avoir marre de toutes des histoires qui sont autour, des joueurs qui truquent, des contestations auprès de l'arbitre. Et voilà, le foot féminin apporte un peu de fraîcheur et il y a vraiment une place auprès du public. Et je pense que la Coupe du Monde peut aider à ce que le public aime cette discipline, ce sport. Merci Siani, ce sera le mot de la fin. Je rappelle que vous êtes journaliste à l'équipe. Lise Laure, merci également d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste à TV5 Monde. Et c'est donc l'heure du rappel des titres. Les attaques des djihadistes se multiplient dans le Nord Mali. Les Nations Unies, les autorités nationales se sont donc engagées à intensifier leurs efforts dans la lutte contre les insurgés en déployant les moyens nécessaires dans la région. Un engagement qui intervient alors que les pourparlers d'Alger doivent reprendre au mois de février. Le sommet de la CEMAC n'a finalement pas eu lieu les 7 et 8 janvier comme initialement prévu. Le communiqué annonçant ce report n'avance ni les raisons ni la nouvelle date du sommet des chefs d'État de la sous-région. Et c'est la fin de cette deuxième partie. Nous allons marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. A tout de suite.